Bienvenue à tous dans ce 132e Rendez-vous des Futurs, un format très spécial évidemment. Alors pas en public, pas en direct, mais cette fois-ci nous sommes bien au Cube, à Issy-les-Moulineaux. Vous le savez, toute l'équipe des Rendez-vous des Futurs a souhaité poursuivre le projet en dépit d'une image et d'un son qui n'ont pas toujours été très optimum. On s'en excuse évidemment, mais on a toujours trouvé important de continuer à partager la connaissance. Parce que chacun des dialogues que nous avons avec des personnalités de tous les horizons nous ouvre à chaque fois de nouveaux chakras. Et on a même accéléré le rythme, ça c'est assez rigolo, puisque c'est déjà la 8e émission que nous réalisons dans des conditions très particulières. La 10e depuis le début de l'année d'ailleurs. Alors merci beaucoup Jérémy, Jonathan pour les moyens techniques, pour le système D en action. Merci à toute l'équipe dont l'enthousiasme, la créativité, le système D ne finit jamais de m'épater. Tout va bien, c'est parti, lâchez prise, on en a tous pris l'habitude. Toutes les émissions sont à revivre en replay, alors en vidéo évidemment, mais aussi en audio, sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous, évidemment, comme disent les jeunes, parlez-en autour de vous. Nils Osmanov, président du Cube, est avec nous comme depuis 10 ans. Ça va Nils? Ça va bien, Eloi. Merci. Je suis heureux de te voir en relief, du coup. De même. Ça fait longtemps. Et le micro, ça sera le mieux d'ailleurs, j'y pense. Donc ça va Nils? Ça va, Eloi, merci. Bon. Nils, aujourd'hui, on a donc la joie de refaire une émission ici au Cube. Et on a la joie de recevoir Grégory Pouy. Bonjour Grégory. Bonjour Eloi. Comment ça va? Ça va super bien. Bon. Ce confinement, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. En fait, comme je travaille depuis chez moi depuis 8 ans maintenant, finalement, et j'avais choisi un espace dans lequel je pouvais évidemment travailler, c'est un espace qui est agréable, dans lequel je suis habitué à rester. Et c'est un moment aussi où tu reviens sur toi. C'est toujours une... Je pense que ça a été positif pour moi en tout cas. D'accord. Le livre était prévu de sortir avant ou pendant ou après? Alors le livre était prévu de sortir le 8 avril précisément. Ah ouais, Donc, plein milieu. Même pas au plein milieu, non, 5 jours, 4 jours après le confinement. Donc, D'accord. voilà, donc ça a été reporté au 10 juin. Parce que oui, notre invité sort un livre qui s'appelle Insoutenable paradis, écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier, aux éditions Duno. Un livre, mais je vais y revenir, je vous invite vraiment à vous plonger dedans. Mais je vous présente juste notre invité. Il y a plusieurs manières de présenter quelqu'un de nos jours. La plus directe, la plus courte, la plus assumée, c'est celle de la mini-bio du compte Twitter. Au moins, hein, c'est court. Greg Pouy, cultural analyst, founder La Mercatique, speaker, author, advisor, podcaster, ad Vlan, founder of Plink, part of Ariane Project. Bon, ok. On va faire simple. En quelques mots, La Mercatique, point d'interrogation. En fait, la Mercatique, c'est une entité, mais les gens me connaissent plus par mon nom. Moi, je fais, pour la partie travail en tout cas, je fais du conseil et des conférences, des formations, principalement sur la transformation. J'ai fait beaucoup de transformations digitales. Et aujourd'hui, j'accompagne les organisations, donc les entreprises, plutôt des grosses boîtes, principalement dans le milieu de la cosmétique et de la beauté, ou du luxe, mais pas que, en réalité, dans une compréhension de l'intégration de l'écologie, en tout cas, comment je deviens beaucoup plus responsable en tant qu'entreprise, sachant que moi j'ai la conviction que les entreprises ont un rôle majeur à jouer en réalité. Oui, ça on va y revenir, effectivement, c'est un gros point à l'intérieur de ton livre. Ariane Project? Ariani, c'est un projet de blockchain, donc pas du tout écolo, si on va par là. Pour l'instant. Et en même temps, c'est un projet de blockchain c'est une utilisation de la blockchain que je trouve intelligente, qui permet de donner des certificats numériques à des produits plutôt de luxe. Et donc, ça permet d'éviter les faux, ça permet de revendre plus facilement ces produits. Donc, quelque part, ça participe à l'économie circulaire. Donc voilà, c'est ça, Ariani. Ariani et Vlan. Et alors, Vlan, c'est un podcast que je tiens depuis 3 ans, hebdomadaire, sur lequel je reçois beaucoup d'anthropologues, de sociologues, qui est un podcast sur l'évolution de la société, qui est un podcast autour du lien à soi, du lien aux autres et du lien à la nature. Et au début, c'était une recherche plus en lien avec tes métiers, plus reliée au marketing? Complètement. À la base, Vlan, c'était un podcast marketing que j'utilisais pour trouver des nouveaux clients quelque part. Et désormais, c'est vraiment un podcast sur l'évolution de la société. Donc c'est toujours du marketing quelque part, parce que le marketing, dans une certaine mesure, c'est aussi beaucoup une analyse de la société. Tu as besoin de ça pour faire du marketing efficace. Donc c'est pas si éloigné finalement quand on y pense. Mais c'est vrai que les sujets, je me suis donné la liberté, on va dire, de sortir. En fait, je m'ennuyais à faire du pur marketing. Et d'ailleurs, quand Duno est venu me voir pour écrire le bouquin, il voulait que j'écrive un bouquin de marketing, ce que j'ai refusé de faire. Pour achever de te présenter, en général, il y a la page 4 du livre. Alors, tiens, je vais juste prendre le livre. La page 4 du livre, parce que pareil, c'est clairement assumé.
Grégory Pouy est analyste culturel, il accompagne les grands groupes dans l'intégration des mouvements de société à leur stratégie. Il est également l'auteur du podcast VLAN qui permet de mieux comprendre nos modes de vie. Voilà, on a la présentation Twitter avec plein de mots-clés, plein de slash et de mots en anglais. Et il y a la présentation de l'éditeur. Voilà. Et puis il y a prof aussi, je suis prof également, à Dauphine et HEC. D'accord, ah ben, voilà, ça s'était Voilà. pas dit. Et il y a quoi d'autre d'ailleurs du coup? Il y Bon, a non, Motard. mais c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. On a une petite question rituelle ici dans ces rendez-vous du futur. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 9 ans quand il vous demande que... Je dis vous, mais on va se tutoyer, parce qu'on va continuer sur YouTube. Qu'est-ce que tu réponds à un enfant de 9 ans quand il te demande ce que tu fais dans la vie? Je pense que... Bon, ça m'est jamais arrivé. Mais si je devais répondre, je crois que je dirais que j'essaie d'avoir un impact positif en utilisant ce que je sais faire pour aider d'autres à se transformer. Et surtout, finalement, ce que j'essaie de faire, c'est de créer du lien. Vraiment, c'est central chez moi. Je pense que c'est essentiel pour n'importe qui, pour les organisations, pour les personnes, etc. Donc moi, ce que j'essaie, c'est vraiment de créer du lien. Je pense qu'après, ça ne sert à rien de rentrer dans les détails avec un enfant de 9 ans. Mais après, je pourrais évidemment lui expliquer comment, parce que finalement, les enfants sont loin d'être idiots. Je crois qu'on passe peut-être 20-25 ans à essayer d'éteindre l'enfant qui est en nous, puis après, on passe tout le reste de sa vie à essayer de se reconnecter à Essayer cet de le enfant. retrouver. Mais il a une sagesse assez vive. Donc je pense que je lui expliquerai après avec pas forcément des mots idiots, mais en tout cas de manière simple. Et moi, j'aime bien expliquer les choses de manière simple, ce que je fais. Donc, j'expliquerai simplement que aujourd'hui, je pense qu'on est parti dans une société où, en l'occurrence, on nous a menti sur un certain nombre de récits. On a des récits en tête qui font que la société fonctionne d'une manière. Et puis, en fait, on se rend compte que ces récits ne sont pas vrais. Donc, je t'expliquerai pourquoi, sans doute, et on va sans doute y revenir. Et puis, lui expliquer comment on réinvente des récits, comment on raconte de nouvelles histoires. D'accord. L'histoire qu'on raconte ça, effectivement, un enfant, ça peut lui parler. Je pense. C'est plus simple. Moi, je suis très heureux que tu aies accepté notre invitation. Je me souviens, il y a quelques années, bon, ça fait plus de 10 ans, tu faisais partie des premiers blogueurs. C'était les sacrés influenceurs de l'époque, du quasi avant Twitter. Il y a eu une époque sans. Puis Totalement souvenez-vous. avant Twitter. Oui, voilà. Donc, une époque avant. Je me souviens d'un petit déjeuner qu'on avait organisé avec Joël de René. Et alors, c'est assez fun, assez rigolo, parce que depuis, Joël est notre parrain, ici, des Rendez-vous du Futur, depuis ce petit déjeuner d'ailleurs, pratiquement. Puisque un mois après, on faisait le premier Rendez-vous du Futur, et puis tout était parti. Depuis, donc on en a réalisé 132. Depuis, toi, tu t'es lancé dans d'autres aventures, y compris VLAN. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Et bon, c'est un peu normal, parce qu'on grandit tous, évidemment. Alors, tu fais toujours partie de ce qu'on appelle toujours les influenceurs. Et j'ai lu, j'ai aimé, et donc dans la case « Je partage », parce que j'ai aimé, j'ai souhaité partager ton livre, donc aux éditions Duno. Donc je le rappelle, Insoutenable Paradis, mais on va le voir aussi. C'est une quête, c'est ta quête, je trouve, ça c'est mon interprétation. C'est ta quête, c'est celle d'un jeune cadre qui tout réussit, celle que certains pourraient qualifier de pubard, de bobo, de marketeur, de vendu, je sais pas, enfin bref. Mais c'est surtout une balade dans un constat, je trouve. Une balade dans un constat, sans juger, sans donner de grandes leçons de vie. C'est juste un partage de toi, ce que tu as vécu. Et un vécu qui a été vraiment très progressif et qui s'est fait aussi grâce, et c'est ça que j'aime bien, grâce à ce projet VLAN. Parce que VLAN, du coup, ça t'a permis de rencontrer plein de gens. Et j'insiste un peu là-dessus, parce que nous, j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu ça avec les Rendez-vous du Futur. On rencontre des gens. Puis on avance aussi avec ces rencontres-là, forcément. On se nourrit beaucoup. Et ce livre-là, du coup, ça raconte ce vécu, ça raconte c'est un voyage avec ton style, un style effectivement assez pragmatique, assez simple. Tu racontes des choses et tu les racontes sans forcément aller par des tas de détours. Il y a des réflexions, c'est la compilation d'une dizaine de rencontres. Donc VLAN, écoutez-le évidemment. Oui, VLAN, il faut l'écouter aussi parce qu'il faut le suivre. Parce que il faut le suivre si on s'intéresse au marketing, si on s'intéresse à l'entreprise, mais si on s'intéresse aussi à des univers peut-être plus introspectifs aussi maintenant. Donc ça, je trouve ça chouette. Dans le livre, tu te livres beaucoup. Tu imagines même quelques idées bien senties. Et on va sans doute démarrer par là. D'ailleurs, je me souviens de cette idée de compteur d'eau sous la douche, par exemple. C'est vrai qu'en lisant ça, tu dis, bah ouais, en fait, c'est tout bête.
Tu prends ta douche, tu as un petit compteur qui défile, bah, tout de suite tu prends un peu plus conscience de ta consommation. C'est pas forcément punitif comme on aime à le dire et à l'entendre. Pareil avec le compteur de carbone. Si dans ta bagnole tu as sur ton tableau de bord un petit indicateur qui te dit combien d'émissions carbone tu as, bon, bah, ça peut t'aider à juste éteindre le moteur parfois. Bah, on commence par là, du coup. Pourquoi on n'y vient pas à ça, selon toi? Je vais revenir sur toutes tes remarques, si je peux me permettre. Tu peux. D'abord, j'ai reçu Joël aussi sur le podcast. Je pensais que tu allais venir par là, mais tu l'as pas dit. Mais c'est vrai que c'était une très très belle rencontre. Ensuite, pourquoi j'ai écrit ce bouquin? Parce que pour moi, les visions autour de l'écologie, elles sont extrêmement binaires. C'est lié aux médias, c'est lié aux réseaux sociaux. Et ça ne constate pas la réalité. C'est-à-dire que soit tu deviens totalement écologiste, tu t'effondres toi-même dans l'effondrement, c'est horrible, on va tous mourir. Voilà, c'est une vision. Il faut devenir tous fermiers et élever des chèvres dans le Larzac. Bon, pourquoi pas. Soit, de l'autre côté, tu as une vision, tu vois ce que tu décrivais de moi-même, du mec qui est dans la ville, qui en a rien à foutre, pardon pour la terminologie, mais qui ne se soucie pas et qui pense que la technologie va nous sauver, qu'on peut continuer à vivre comme ça, etc. Et puis, je crois qu'en fait, la majorité des personnes sont exactement entre ces deux trucs. C'est-à-dire qu'ils ont totalement une conscience écologique. Ils ont complètement compris qu'il y avait un problème. Et ils savent absolument pas comment faire parce que 70%, voire 80% des gens vivent dans des grandes villes. Ils sont comptables, ils sont employés, peu importe leur métier, mais en tout cas, ils doivent nourrir leur famille, ils doivent payer le crédit qu'ils ont emprunté. Et ils savent pas, en fait, comment ils font. Parce que voilà, on leur dit il faut faire des efforts, etc. Alors du coup, ils se disent oui, mais est-ce que c'est vraiment à nous? Alors ils attendent du politique, peut-être d'une main magique qui va venir tout changer. Et puis cette main, elle vient pas. Alors du coup, comment ça marche? Et en fait, moi, comme tu le disais, je crois que je suis assez pragmatique. Donc je me suis dit finalement la société. Et moi justement, par rapport à ce que tu disais, je déteste l'idée que la culture soit forcément distante, compliquée, complexe, chiante. Pour moi, tu peux parler de choses très intelligentes de manière extrêmement simple. C'est ce que j'essaie de faire sur Volant. Et je crois que c'est vraiment un truc très français de dire non mais un bouquin pour qu'il soit intelligent, il faut qu'il y ait des tonnes de références, il faut que tu vois, tu aies des notes de bas de page, il faut que tu aies 15 pages à la fin avec toutes tes références, il faut que ça soit un peu incompréhensible parce que tu parles à une certaine élite, etc. Et moi, j'ai pas du tout cette volonté. Moi, je pense que c'est important de démocratiser. Et en fait, je me suis dit, finalement, la société, elle est structurée en 3 entités. Donc, la société civile, nous, les gens, entre guillemets, la politique et puis les entreprises. Et donc, de manière assez pragmatique, moi, j'ai aucun souci avec mes paradoxes, et on peut y revenir, et mes contradictions, et le fait que je sois pas du tout exemplaire, donc je ne sais effectivement pas de donner de leçons à qui que ce soit. Et je me suis dit, finalement, voilà, je vais aller voir les 3 entités, et puis essayer de comprendre comment on fait pour changer, et qu'est-ce qu'il faut changer, avec quand même une conviction en moi qui est que je pense que c'est plus efficace de faire un pas de côté que d'essayer de changer A, B, C dans sa consommation. Et effectivement, les exemples que tu prends, je crois que on a fait pendant toute cette période très moderne en sorte que la vie soit extrêmement facile, un petit peu comme dans Wall-E, tu vois. Et tout est très simple, tout est très fluide, etc. Et le problème, c'est que plus c'est fluide, moins c'est responsable. Et en fait, je crois que la première étape, c'est de réaliser ce que tu consommes et l'impact, donc polluer en conscience. Ouais. Parce que polluer en conscience, c'est juste de dire, tiens, là, je consomme de la viande, il y a forcément un animal qui a été tué. On fait tout pour te le faire oublier. Et moi, je ne suis pas végétarien, en tout cas pas totalement. Oui, le rayon jambon, tu dis à l'intérieur du lit que c'est le comble de l'horreur, en gros. Ouais, mais tu vois, en fait, on fait tout pour que tu n'y réfléchisses pas. Ouais. C'est le principe du marketing, d'ailleurs. Et pareil pour la voiture, on fait tout pour que tu réfléchisses pas à la pollution. On te parle de liberté depuis 40 ans, on te parle de la liberté à travers la voiture, à travers la moto. Donc on fait tout pour que tu n'y penses pas. Et en fait, je crois que les problématiques de design, parce que c'est vraiment une question de design, quand on parlait du compteur de CO2 sur une voiture, du compteur d'eau sur une douche, mais je prends l'exemple, je ne sais pas si je le prends l'exemple dans le bouquin, mais maintenant il y a des jeunes dans le sud de la France qui sont en train de réfléchir à une douche, enfin qui l'ont créée d'ailleurs, qui en fait recycle l'eau qui tombe sur toi, la nettoie, la réchauffe et te la redonne, donc tu économises 90% de l'eau que tu consommes. Ça, c'est une problématique de design. Ouais. Et c'est pour ça que le rôle des entreprises est assez majeur, parce que toutes ces problématiques de design, j'ai des tonnes d'exemples, ils sont assez majeurs dans nos impacts au quotidien. Ouais. Un mot sur le design peut-être Non, en fait, pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant,
ce que ça m'évoque, c'est est-ce que une des clés, c'est pas de repenser notre rapport au bonheur, tout simplement? Ah bah alors complètement. Moi je suis convaincu que en fait, on nous a raconté une histoire autour. En fait, tout est récit. Enfin, je pense qu'il faut accepter cette idée que tout est récit. Déjà, c'est un énorme pas de se dire, en fait, par exemple, l'histoire la plus simple, c'est de dire, les 50 euros que vous avez dans votre poche ou l'argent que vous avez sur votre compte, c'est une histoire qu'on vous raconte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bout de papier, ça n'a aucune valeur. Enfin, à partir du moment où c'est une valeur perçue, comprise, acceptée par tout le monde. Donc, du coup, ça, effectivement, un billet de 50 euros, ça vaut 50 euros parce que tu vas être d'accord, je vais être d'accord, donc ça vaut 50 euros. Mais en vrai, c'est un bout de papier, ça n'a aucune valeur, hein, c'est une histoire. Comme l'argent que tu as sur ton compte, ça ne représente rien, c'est juste une histoire, évidemment. Et l'histoire qu'on nous a racontée autour du bonheur, ça s'associe beaucoup au succès. C'est une histoire autour de l'accumulation de biens, de pouvoir, d'argent. Et en réalité, c'est un mensonge. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je viens d'un milieu plutôt populaire et j'ai passé 25 ans de ma vie professionnelle à essayer d'atteindre ce bonheur qu'on m'avait dit. Et j'ai plutôt bien réussi à le faire, d'ailleurs, pour me rendre compte et pour être entouré. Donc, j'ai changé de classe sociale, etc., pour être entouré de gens qui ont de l'argent et pour me dire, c'est fou parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Alors, ça ne fonctionne pas pour les gens qui sont autour de moi, mais en fait, quand tu regardes de manière plus large, pour revenir, je reste sur ta question, hein, mais Oui. tu regardes les taux de suicide, tu regardes la prise d'anxiolytiques, tu regardes les burn-out et tu te rends compte, en fait, dans ce pays en France, mais de manière plus large en Occident, où on a accumulé énormément d'argent, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point on a accumulé, on est extrêmement protégé en Occident, on a accumulé beaucoup d'argent et finalement, c'est pour ça que ça s'appelle insoutenable paradis, c'est que c'est évidemment insoutenable pour la planète, les arbres, le vivant de manière générale, mais nous sommes le vivant, donc on pourrait y revenir aussi, mais en fait, c'est aussi insoutenable pour nous, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne fonctionne pas, ce récit. Et donc, Ça a même été démontré, je crois, par des économistes comme Amartya Sen, c'est la courbe du bonheur, où en fait, on se rend compte que passé un certain seuil de richesse, le bonheur décroît. Parce qu'en fait, c'est plus de charges, plus de stress, plus de... En fait, à partir de 70 000 euros par an de revenus, ton bonheur n'augmente pas. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, quand on t'a raconté l'histoire, et finalement, moi, je la crois encore un petit peu, hein, je ne suis pas du tout sorti de parce qu'en fait, j'ai 43 ans, je pense que pendant 43 ans, j'ai grandi avec le Monopoly, j'ai grandi avec toutes ces histoires, donc je ne suis pas du tout sorti. Hein. Mais moi, si tu me dis, ce mec-là ou cette personne, peu importe, une fille ou un garçon, a vendu sa boîte 20 millions d'euros, je vais me dire, waouh, le succès. Enfin, la première idée que je vais avoir, c'est le succès, en fait, en réalité. Enfin, j'en suis pas du tout sorti. Hein. Mais la réalité, c'est qu'une fois que tu dépasses ce seuil de 70 000 euros, tu restes avec cette idée que plus d'argent va te rendre plus heureux, alors qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, tu accumules de l'argent et tu te dis, c'est bizarre, ça marche pas. Et en plus, ce que j'ai décrit dans le bouquin, c'est que c'est une chercheuse qui s'appelle Laurie Santos qui le décrit bien, c'est qu'en fait, ton cerveau n'est pas conçu pour envisager les mauvais côtés d'une bonne nouvelle. Donc en fait, tu te dis, mais non, mais moi, ça serait différent si je gagnais de l'argent, si je gagnais au loto, si je gagnais 1 million, 2 millions, 5 millions, peu importe. Ça serait différent, moi, je serais vachement plus heureux. Je saurais quoi faire de cet argent. Et en fait, pas du tout. La réalité, c'est que quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu n'as plus le droit de te plaindre, parce que tu as de l'argent, donc tu es censé être heureux. Donc tu n'as plus le droit de te plaindre, c'est pas vrai. Deux, tu dois te méfier de tes amis, voire tu perds des amis, c'est très compliqué. Tu es obligé de leur mentir. Exactement, et on a vu pendant le confinement que quand même ce qui est le plus important, c'est pas tant l'argent que le lien. Alors, je parle pas des gens qui sont dans le besoin, des 10 millions de pauvres qu'on a en France, hein, évidemment. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand même le lien qui est le plus important. Je pense qu'on a tous fait cette expérience-là malgré tout, plus ou moins, mais quand même, voilà. Et en fait, tous ces éléments-là, tu te rends compte qu'effectivement, ce que tu disais, ta courbe de bonheur décroît. En fait, la réalité, parce que j'en ai parlé quand même avec pas mal de millionnaires, c'est que si tu étais heureux avant de devenir riche, finalement, tu restes heureux. Quelque part, ça va. Si tu étais malheureux avant d'être riche, tu vas pas devenir plus heureux parce que tu as de l'argent. C'est pas vrai. Ça marche jusqu'à 70 000 euros. Après, ça marche plus du tout. Et il y a même une indication que tu mets à tête du bouquin pour être dans les 5% à l'échelle du monde, à l'échelle de l'humanité. 1%. Alors, oui, alors je parle des 5%. Pour être dans les 5%, il faut 16 000 euros par an. Et pour être dans les 1%, donc les 1% les plus riches de la planète, 28 614, très précis. Mais en gros, 30 000, quoi. Ça fait réfléchir, effectivement. Je crois que les gens n'ont pas conscience. Ouais. Et qu'une vie humaine se compare avec une vie humaine. Donc il faut bien... En fait,
Je crois que quand les gens, on parle beaucoup des 1% les plus riches, tu vois, en particulier depuis Macron, on en parle énormément de ces 1%. Alors on parle des 1% en France. Et souvent quand tu poses la question pour savoir, ben, d'après toi, combien il faut gagner pour être dans les 1% les plus riches, les gens te parlent de chiffres monumentaux, 1 million, 2 millions, 5 millions. En France, pour être dans les 1% les plus riches, il faut avoir 700 000 euros de patrimoine, à peu près. Donc même pas de revenus, de patrimoine. Donc on est loin, loin, loin. On est loin du million. Enfin loin, pas si loin, mais en tout cas, voilà. Et au niveau de la planète, effectivement, on est autour de l'alentour de 30 000 euros. Donc c'est un chiffre qui choque tout le monde. Et après, évidemment, la première remarque qu'on va te faire, c'est oui, mais la vie en Thaïlande, la vie je ne sais où, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et en fait, la réponse que je donne, c'est oui, mais une vie humaine, c'est une vie humaine. Donc tout ce que tu peux constater, c'est qu'en Occident, on a concentré énormément de richesses, du coup ça a fait une sorte de spirale où les prix ont augmenté, mais à la fin, Ouais. voilà, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, dans l'épisode avec Frédéric Lopez, on discute beaucoup de ce bonheur qu'ont les gens alors qu'ils n'ont pas grand-chose. Avec un phénomène néanmoins qui est le creusement des inégalités, où on voit que les riches sont quand même de plus en plus riches. Il y a ce que Bowen s'appelle le capitalisme capitaliste, avec les plateformes et tout ça. La destruction des classes moyennes, et voilà, donc il y a quand même ce phénomène-là aussi qui est... C'est pour ça que moi je milite beaucoup, enfin beaucoup. En tout cas, je ne sais pas si je milite, mais en tout cas je défends beaucoup le revenu universel. Je crois que on est arrivé, enfin bon, je suis pas tout seul à l'écrire, j'ai lu tous les économistes comme vous, enfin, et oui, bien sûr, c'est David... comment il s'appelle, David Jays qui le décrit très bien. Et en particulier, lui, l'équation qu'il pose, et je la trouve intéressante, c'est de se dire, en fait, la bonne équation à poser, c'est écologie, capitalisme, démocratie. Comment on résout cette équation-là? Parce que on pensait que démocratie et capitalisme n'allaient pas ensemble. En fait, la Chine nous prouve l'inverse. C'est pas une démocratie, et pourtant ils sont capitalistes. Par contre, ils sont plus écolos parce que c'est pas une démocratie. Mais est-ce qu'il faut nécessairement tomber, tu vois, dans cette dictature verte? Est-ce que démocratie et écologie, ça peut aller ensemble avec le capitalisme? Et en fait, je crois que tout le questionnement, c'est comment je raisonne le capitalisme pour donner de la place à l'écologie tout en restant dans une démocratie. Et justement, sur cette question, c'est Cécile Renoir qu'on avait accueillie ici qui nous disait que, selon elle, il fallait que l'entreprise fasse un pas vers l'intérêt général, le bien commun, avec la RSE, avec tout un tas de choses qui peuvent se mettre en place maintenant dans les entreprises, un éveil des consciences aussi, enfin bon, etc. Mais elle disait qu'il fallait aussi que, de l'autre côté, l'associatif, le caritatif, fasse un pas vers l'économie, c'est dans le sens où on valorise, mais je dirais presque de manière monétisable, financière, qu'on puisse valoriser tout l'apport immatériel qui n'est pas compté aujourd'hui dans le PIB, etc., de l'associatif, du caritatif, etc. Et que finalement, c'est à la jonction des deux peut-être que quelque chose va s'opérer, l'entreprise qui devient plus responsable, mais aussi l'associatif, le caritatif, qui sait mieux faire reconnaître ses externalités positives, quoi. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. La première, c'est que, et c'est un énorme problème, c'est que les entreprises ont l'impression d'abord d'avoir un impact parce qu'elles créent des emplois. Donc elles se disent, bah, en fait, moi j'ai un impact puisque je crée des emplois, donc on ne peut pas dire que j'ai pas d'impact. C'est pas vrai. Donc ça, c'est un premier problème, c'est des entreprises qui pensent être dans la bonne voie alors qu'en fait, elles n'y sont pas. C'est le premier souci qu'il faut soulever, je crois. L'emploi n'est pas forcément la solution, quoi. Voilà. Non, pas nécessairement. Enfin, c'est une partie de la solution, mais en tout cas, c'est pas ça qu'on demande aux entreprises, ou en tout cas, c'est pas que ça qu'on demande aux entreprises. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est le PIB, qui est une notion qui est assez récente, qui date du début du XXe siècle, parce qu'on a demandé à un économiste à un moment donné un indicateur qui puisse évaluer les richesses. Donc lui, il a fait ce qu'il pouvait, mais évidemment, il n'a pas tout pris en compte. C'est un indicateur, sauf que tout le monde a considéré ça comme l'indicateur majeur. Alors qu'en fait, et c'était, je crois, vraiment une erreur. Aujourd'hui, du coup, on définit la croissance et la performance uniquement par le côté financier. Et moi, l'image que j'aime bien prendre pour démonter ce propos et se dire, bah, est-ce que ce qu'on appelle croissance aujourd'hui, c'est pas de la décroissance? En fait, ce qui est compliqué, et ça j'en parle un petit peu dans le livre, c'est en fait la planète. En fait, on a des mécanismes mentaux qui permettent de mettre à distance. Donc, la planète c'est grand, 2100 c'est loin, je serai plus vivant, etc. Et donc, ce que je prends comme image, c'est oui, bah alors,
admettons, tu as un corps humain, on a tous un corps, a priori, on est tous. Voilà. Jusqu'à là, Tu te ça fais un va. shoot d'héroïne. Ça te fait du bien sur le court terme. Sinon, tu le ferais pas. Hein. Bon, bah ça, est-ce que ça c'est de la croissance ou de la décroissance pour ton corps? Bon, bah, tout le monde va se mettre d'accord pour dire, bah oui, non, c'est évident que tu es en train de détruire ton corps, donc c'est de la décroissance. Bah, pour moi, en fait, ce qu'on appelle croissance aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que, ouais, à court terme, ça fait du bien, mais en fait, tu détruis l'habitat. Donc, en fait, c'est de la décroissance. Et je crois que ces notions-là, et c'est le discours que je tiens au patron de boîte, et en fait, tu peux le faire passer de cette manière-là. Et c'est important de le comprendre. Du coup, ça fait des switches. Tac, ah bah ouais, ça fait réfléchir en fait d'un coup. Et tu dis, ah bah oui, non, bah peut-être que en fait, la manière dont on décrit la croissance, donc le PIB, mais de manière plus spécifique pour les entreprises, voilà, le compte de résultat, peut-être qu'on n'a pas fait les bons calculs, peut-être que les indicateurs n'étaient pas les bons. Peut-être qu'il faut le réinventer de manière différente. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les associations, je crois que ce triptyque que je décrivais, société civile, entreprise, et politique, donc les associations étant plutôt, pour moi, du côté société civile, fonctionnent ensemble. Donc effectivement, quand les entreprises bougent, en fait, ça fait bouger tout le monde. Je crois qu'il y a enfin moi, ma conviction, c'est de me dire, il y a beaucoup de gens qui attendent que ça vienne du politique. Je ne pense pas que ça viendra du politique tout de suite. Je pense que les entreprises, en tout cas un certain nombre d'entreprises vont bouger. J'espère, en tout cas j'y travaille, et je le vois quand même quelque part. Ça va faire bouger la politique pour aller amener les autres entreprises qui n'avaient pas bougé en l'occurrence. Et puis ça fait bouger les individus. Les individus ont bougé en premier, en particulier à travers les militants. Ça a fait bouger les entreprises, en tout cas les plus modernes. Ça va faire bouger d'autres entreprises, ça va faire bouger le politique, et tout ça, ça va s'emmener ensemble. Enfin, c'est la manière dont j'envisage. Mais les individus sont aussi des collaborateurs de boîtes, et ils bossent pour des boîtes, pour des grosses boîtes parfois. Et pour autant, on peut être un individu collaborateur d'une boîte, avoir conscience du changement, mettre en place plein de petits gestes, plein de petites choses à la maison. Mais dans l'entreprise, c'est comme si on était autre. Il y a comme ce syndrome de la case. Et comment l'entreprise, du coup, peut travailler vraiment avec ses salariés pour changer, ça, c'est un peu ton quotidien aussi, j'imagine. Ouais, complètement, tu as raison. Je pense que, mais ces contradictions, je pense que on a tous, toutes des contradictions. Il ne faut pas les nier. Oui. Je pense que l'erreur, ça serait de vouloir être exemplaire. Ça serait de dire, enfin, tu vois, de nier tes contradictions. C'est pas grave d'avoir des contradictions. Je crois que on en a tous, toutes, et c'est important de les avoir. Et effectivement, je pense que la réflexion, c'est comment, enfin, dont on parlait tout à l'heure, mais comment je peux mettre à profit ce que j'ai construit pendant X années, quel que soit mon âge, pour transformer au mieux la société. Bon, tu peux décider, te dire, ah non mais ce monde, c'est foutu. Mais moi, par exemple, si tu me dis, de toute façon c'est trop tard, quelque part, je pourrais me dire, bah si c'est trop tard, autant continuer à vivre comme je vis, puisque c'est trop tard, dans tous les cas, c'est fini, donc je ne vais pas changer, autant continuer à jouir, quelque part, de tout ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, c'est pas très grave. Donc tu vois, moi par exemple, c'est un argument qui fonctionne pas très bien chez moi, et je pense qu'il y a plein de gens chez qui ça fonctionne pas très bien non plus. La question c'est, bon bah je suis salarié, admettons, je sais pas, L'Oréal, peu importe. Ce que je sais bien faire, c'est ça. Je suis intégré chez L'Oréal, etc. Comment je peux aider le groupe L'Oréal à transformer en étant à l'intérieur? Et je pense que c'est vraiment ça c'est vraiment là où tu as le plus de capacité de transformation, plutôt que de se dire je vais me mettre en retraite dans une maison autonome et je vais me couper du monde. Moi, je m'appuie beaucoup sur le mythe de Cassandre. Je ne sais pas si ça vous parle, le mythe de Cassandre. Donc Cassandre, c'est la fille du roi de Troie, et en fait, on lui jette un sort qui est qu'elle connaît la vérité, mais personne ne la croit. Ouais. Et donc elle dit entre autres qu'il ne faut pas faire rentrer le cheval de Troie. On connaît l'histoire ensuite. Et en fait, la question c'est pourquoi personne ne croit Cassandre. Et en fait, il y a trois raisons principales. La première, c'est qu'elle ne fait pas partie du sérail, exactement. Et ça, en fait, c'est un élément qui est important parce que c'est une femme, en l'occurrence, donc comme elle ne fait pas partie du sérail, on ne la croit pas. Et je crois que, en ce qui concerne l'écologie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui vit dans une maison autonome de manière détachée, etc., tu regardes, même quand tu regardes par exemple le documentaire Demain, tu dis c'est super, c'est génial, mais en fait moi, ben, je suis banquier à la HSBC rue Richard-Lenoir. J'habite à Enghien-les-Bains, je fais l'aller-retour. Je vois pas à quel moment je vais devenir agriculteur. Enfin, ça va pas arriver en fait. Non. Enfin, en fait, c'est super. C'est comme tu me dis, Nadal joue super bien au tennis. Bah, c'est super bien pour lui, mais c'est pas pour ça que je vais me mettre au tennis en fait. Enfin, Oui, c'est nier un petit peu ça fonctionne pas. Et en fait, c'est important de faire partie du sérail pour transformer le dit sérail. Donc, c'est important de rester dans la société. Ensuite, tu as le fait de ne pas aller trop loin de la zone de confort des gens. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vas trop loin de la zone de confort, en fait, tu les perds. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est super d'avoir raison, mais si tu as raison tout seul, ça ne marche pas non plus. Et puis après, c'est d'avoir des faits concrets
Et les faits concrets, pour le coup, en écologie, Pour revenir sur le mythe de Cassandre, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui, qui est qu'il n'y a plus une vérité, mais il y a des vérités, et que, notamment avec l'atomisation de la connaissance, les réseaux sociaux, la fluidification du savoir, etc., donc aujourd'hui chacun commence à avoir sa vision du monde, et que donc il y a peut-être plus deux vérités au singulier, quoi. C'est accepter cette idée-là aussi. Alors effectivement, je crois que c'est un mouvement de société qui est beaucoup plus large en réalité. Je pense que toute cette période moderne qu'on date globalement depuis la fin de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, en fait, enfin les années 80 en tout cas. Maintenant, on est on est en train de passer dans une période postmoderne, qu'on appelle postmoderne parce qu'on n'a pas de nom pour la décrire encore. En fait, on s'est attelé à fonctionner par l'analyse. Et je ne suis pas dans la critique absolue de l'analyse. L'analyse, c'est découper en morceaux pour pouvoir tout expliquer. On a voulu même expliquer la mort, etc. Et c'est super parce que ça nous a permis de faire des énormes avancées à plein de niveaux. Donc, de faire de l'analyse. Et donc, c'est exactement ce que tu décris. Et puis, maintenant, on se rend compte que en fait, on a besoin, en fait, les problématiques, elles sont systémiques. Tout est lié, tout est interconnecté. Et en fait, il n'y a pas effectivement une vérité. En fait, il y a des tonnes de vérités. Il y a plein de manières de voir le monde. Il y a plein de manières d'envisager les solutions, etc. Et en fait, dans ce mouvement de société global, on se rend compte de ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire ce mouvement, d'avoir une vision systémique, une vision englobante. On le voit dans la médecine, d'ailleurs. C'est intéressant de voir qu'on a été beaucoup dans une médecine très curative. Et puis maintenant, on s'intéresse aux médecines chinoises qui prennent en amont, en fait, exactement, et beaucoup plus holistique, exactement. Donc, effectivement, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fais l'apologie du chamanisme, pas tant pour prendre des produits XY, mais plutôt de se dire, il y a plusieurs manières de faire société, il y a plusieurs vérités. Nous, on en a une, et je ne suis pas dans la critique absolue de l'Occident et de la manière moderne de vivre, je dis juste, il y a d'autres manières de faire société, ça peut être intéressant de regarder en fait, comment eux, ils font société, ce qu'ils ont compris du monde aussi, sachant qu'ils ont des côtés négatifs, nous, on a des côtés négatifs, et en fait, pas les considérer comme des sauvages, ce qu'on a tendance à faire, mais de se dire peut-être d'abord, c'est peut-être nous les sauvages, et oui, il y a d'autres manières de l'envisager, et je pense que là, il y a de la richesse, en fait. Mais du coup, la raison, si je caricature, la raison nous a un peu envoyés dans le mur. Et ça crée une sorte de désenchantement, effectivement, de tous les récits, mais aussi du coup de celui de la science, qui était ce qui nous avait amené à la raison. Et donc ce désenchantement de la science, c'est aussi un peu problématique parce que c'est quand même la science qui nous permet de lire le monde autrement. Donc, en fait, moi, j'ai une vision très englobante, donc je ne suis pas dans le rejet de la science, vraiment. Mais effectivement, ce que tu décris, et j'en ai pas parlé, mais c'est important, c'est que quand tu... En fait, c'est assez tricky, c'est assez piégeux, on va dire, piégeur. Quand tu peux tout expliquer, alors tu ne peux plus rêver. Et quand tu ne peux plus rêver, tu n'as plus d'espoir. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, à travers l'analyse, on a démagifié le monde. À partir du moment où tu ne peux plus expliquer la mort, qui est quand même... Tu vois, la raison pour laquelle tu te lèves tous les matins, c'est quelque part, il y a cette, tu vois, ce fluide de vie. Et donc, s'il n'y a plus ça, du coup, tu te lèves plus, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a plus d'envie, puisque tu as toute ta vie devant toi. Enfin, tu vois. Donc, quelque part, cette analyse, elle a effectivement démagifié le monde, donc démagifié plus d'espoir. Donc, plus d'espoir, plus vraiment envie de se lever le matin. Et je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est justement remettre de la magie, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un retour du mysticisme, de la voyance, de l'astrologie. Enfin, peut-être que vous voyez ça autour de vous, du chamanisme. Il y a vraiment ce retour-là, alors qui est sans doute dans certaines sphères, pas de manière en tout cas nationale ou globale, mais ça revient. Et ça vient aussi de ces peuples un peu différents, enfin en tout cas différents de nous. Les peuples aussi, tu en parles à l'intérieur du bouquin. En gros, il y a un chiffre assez clé, le chiffre de 150. Un village, pour qu'il tienne, notamment en Amazonie, je crois, il faut qu'il soit 150. Au-delà de 150, ils vont créer un autre village, en gros. Et tu fais un lien du coup avec l'entreprise, parce que les entreprises, on a toujours été habitué à il faut grossir, croître. Sauf qu'elles atteignent des tailles délirantes et finalement, elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes à affronter tout ce qui peut arriver, le changement. Alors ça, et puis surtout, je pense que ça joue sur l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais partie d'un grand groupe, ça te déresponsabilise totalement.
C'est exactement On est anonyme. C'est anonyme et en fait, si tu veux, il y a un truc, il y a une étude qui a été faite et qui est hyper intéressante, je trouve, qui peut imager ça, je crois, et qui est un peu contre-intuitive. Admettons que tu es dans le métro, tu te fais agresser. Il y a une personne, elle va venir t'aider. S'il y a deux personnes, elles vont pas venir t'aider. En fait, il y a une diffusion de la responsabilité. Donc en fait, plus il y a de personnes dans le métro, moins tu vas te faire aider. C'est très étrange, hein, parce qu'en fait, on pourrait penser que plus il y a de gens dans le métro, plus ils vont réagir, alors qu'en réalité... Oui, on se dit c'est l'autre qui va faire. Exactement. Il y a une diffusion de la responsabilité. Et en fait, dans une grande société, il y a diffusion de responsabilité. Et au niveau national, il y a diffusion de responsabilité. C'est-à-dire, tu te dis, pourquoi ça devrait commencer par moi ? Pourquoi moi, je vais faire mon effort, alors qu'en fait, le voisin, lui, il a un 4x4 ou, je sais pas, il trie pas ses déchets. Ou, Et en fait, cette diffusion de responsabilité, elle est hyper intéressante à analyser parce que je crois que c'est ce qui fait l'immobilisme aussi, quelque part. De l'entreprise et d'une nation globalement, finalement. Oui, c'est ce que, pour rebondir sur ce que tu disais, Éloi, effectivement, c'est Yuval Harari, l'anthropologue, qui disait que c'est les réalités intersubjectives qui nous ont permis de constituer des communautés plus grandes que 150 individus, donc les lois, la religion, tout un tas de grands récits qui ont fait qu'on a pu avoir des normes communes et élaborer des sociétés de plus en plus complexes, de plus en plus grandes. Et aujourd'hui, peut-être que ce qui arrive aussi, c'est là encore par l'atomisation, notamment du récit à travers les réseaux sociaux, plein de phénomènes, la globalité et tout ça, peut-être qu'on assiste à la fin du récit tel qu'on le connaissait en tout cas, c'est-à-dire une sorte de récit linéaire qui peut être la vision du prophète, pour arriver dans quelque chose qui est plus une sorte de récit des récits, quelque chose qui a à voir avec le flux, avec l'hybridation, etc. quoi. Ouais, je suis assez convaincu de ça. Donc, on ne l'a pas nommé Dunbar, hein, mais effectivement, pour ceux qui se posent la question, on est tous tout à fait au courant que c'est le chiffre de Dunbar. Mais effectivement, c'est intéressant, mais je pense que ça date d'avant Dunbar, en fait, finalement. Et Harari, il le décrit assez bien. Et je crois qu'effectivement, tu as raison, on arrive dans des récits multiples, et c'est ça qui rend la richesse, c'est ça qui est, je crois, intéressant. Je pense qu'à partir du moment où tu penses détenir... En fait, le problème des gens qui pensent détenir la vérité, c'est qu'il y a forcément des gens en face d'eux qui ont tort. Et donc, tu es dans la dualité. Et la dualité, je pense que... Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez englobant, encore une fois, donc je ne suis pas trop dans la dualité. Et je ne pense pas que ça nous emmène, en tout cas, à la problématique climatique qu'on a aujourd'hui. Il faut pas... Enfin, j'ai la sensation qu'il ne faut pas être dans la dualité. Il faut essayer d'englober les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec toi et les emmener. Alors justement, j'ai une question là-dessus que je voulais poser. C'est est-ce que la collapsologie, c'est un récit utile ou pas, de ce point de vue-là ? Ben, ils ont changé de récit, hein, les collapsologues. Maintenant, ils sont passés sur la collapsosophie. Il y a plusieurs vagues. Plusieurs écoles. Mais je crois. Alors, en fait, je pense qu'il y a des humains avec différentes manières de fonctionner. On a différents. Voilà. Par exemple, moi, la collapsologie ne fonctionne pas sur moi. Ça me fait peur, mais comme un lapin devant des phares, je vais rester immobile. Parce que je vais me dire, bah, c'est trop grand pour moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Et finalement. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si ça va s'effondrer, si on est sûr que c'est fini, bon bah autant continuer à jouir. Enfin, je veux dire, je vais me construire une piscine et puis même limite, je vais arrêter de bosser. Après tout, je vais vivre en Thaïlande. Puis ouais, c'est fini quoi. Enfin voilà, je profite du reste de ma vie. Moi, de toute façon, voilà, il me reste X années à vivre, etc. Moi, je pense que ça va s'effondrer. La société dans laquelle on vit, le mode de vie dans lequel on est, il va s'effondrer. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, encore une fois, il ne nous rend pas heureux. Il est agressif pour notre environnement, pour la maison, mais il est agressif pour nous aussi. Donc en fait, je vois pas l'intérêt de ce mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui dans les sociétés modernes, puisqu'en fait, il est agressif pour tout le monde, y compris pour nous. Donc, et même les plus riches des riches, donc, qui sont voilà, les fameux 1%. Ou 0,01% de la planète. Elon Musk et compagnie. Elon Musk et compagnie, ça les rend pas heureux non plus. En fait. Donc du coup, personne n'y trouve son compte. Bon, bah, tu te dis, bon, si ça s'effondre, c'est plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire que l'espèce humaine va s'effondrer, qu'il n'y aura plus d'espèce humaine. Je pense que tu vois, je pense que c'est là où il faut nuancer dans la. Enfin, en tout cas, moi, c'est la nuance que je pose sur la collapsologie. Mais bon, après, j'ai bien conscience aussi que tu vois, il y a énormément de choses qui se passent très très vite et qu'en fait, la dégradation de l'environnement, elle est déjà là. Je pense que ça, les gens ont un peu, parfois de mal à le comprendre. Qu'on a exterminé beaucoup d'espèces, qu'on est en train de détruire la maison, quoi. Donc, ça reste loin, ça reste immatériel, ça reste. On parle de la pollution de l'air, par exemple, bah, on la voit pas, elle n'est pas palpable. Exactement. C'est très compliqué, tout est loin. Je reviens juste sur le. On te sent désabusé par rapport aux politiques, parce que finalement, tu le mets de côté dans le bouquin, pareil.
L'entreprise, effectivement, bon, ben, en même temps, c'est ton terreau, ok. Mais l'entreprise va avoir besoin de peser sur le politique, et ça, tu l'expliques vachement bien, parce qu'elle a les moyens de peser vraiment. Mais le politique, il a les moyens de flécher sur des projets, il a moyen de mobiliser. En fait, c'est un cercle vertueux, tout ça. Oui, complètement. Je ne suis pas du tout désabusé de la politique, hein. Je dis juste, moi, j'avais ce doux espoir, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, que ça vienne du politique, en se disant, ça va venir d'eux. À un moment donné, ils vont prendre une décision incroyable. Comme une main magique, effectivement. C'est ça, comme la fameuse main magique d'Adam Smith sur l'économie. Bon. Et puis en fait, tu te rends compte que non. Donc je suis pas du tout désabusé. Je dis juste, en fait, le politique aujourd'hui, il y a besoin, il y a ces nouvelles, en fait, à travers cette nouvelle société qui est en train de s'installer, il y a aussi des nouvelles élites. Il y a des nouveaux politiques qui sont en train de se mettre en place, mais l'appareil politique, les appareils politiques font que c'est très difficile que ça bouge. En fait, c'est toujours les mêmes personnes qui, eux, ont appris à être dans l'analyse. Donc, à un problème, une solution. C'est ce qu'on reproche un peu à Anne Hidalgo d'ailleurs, de temps en temps, de dire bah oui, mais tu mets des lignes, tu mets des voies de vélo à Paris, c'est super, mais quid des gens qui habitent en banlieue et qui mettent 2 heures pour venir à Paris parce que de toute façon ils n'ont pas le choix. Elle est élue par les Parisiens. Alors voilà, et en fait elle n'a pas de vision systémique. Et en fait, la vision systémique consisterait à dire, pour tous ceux, on va inventer sans doute, alors je sais qu'elle est uniquement à Paris et pas dans la région parisienne, et d'ailleurs elle ne se parle pas très bien, ces deux personnes, donc ça ne fonctionne pas très bien, mais on va mettre des espaces de coworking en banlieue pour que les gens n'aient pas forcément besoin de venir jusqu'à Paris. Alors il y en a qui sont obligés de venir, bien sûr, mais je pense que la majorité pas nécessairement. Et du coup, de manière systémique, voilà. Et en fait, le politique aujourd'hui, il a appris... la croissance, 2, le chômage, et il joue avec ces 2 trucs-là, et il est vraiment en action-réaction. Il n'a pas de vision systémique. Ils n'ont pas appris à faire ça. Et en fait, il y a une énorme partie, je crois, de la classe politique qui n'arrive pas à faire ce changement psychologique, mental, qui leur permettrait de résoudre les problèmes. C'est pas que je suis désabusé, c'est juste que je me dis qu'il y a besoin d'une nouvelle classe politique, simplement. Ouais. C'est peut-être lié aussi au phénomène d'accélération dans les entreprises, des modèles économiques, des comportements aussi de consommation, etc. Il y a eu une accélération absolument incroyable ces derniers temps avec l'essor des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tout un tas de choses. Enfin, l'entreprise, elle n'arrête pas d'innover à tous les étages. Et on sait que finalement, toute la législation qui normalement est censée encadrer tout ça, elle a un coup de retard. Et quelque part, les politiques, ils sont aussi un peu prisonniers de cet effet-là. C'est-à-dire que ceux qui voudraient faire évoluer les choses, il y en a sur le terrain, se heurtent à une structure administrative, à des lois qui sont très rigides et qui ont toujours un coup de retard d'une certaine manière. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut dire sur le politique. D'abord, c'est très facile de critiquer, mais avoir le pouvoir, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent qui seraient absolument incapables de faire bouger quoi que ce soit. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, je pense que les Français, c'est pas que les Français, on s'intéresse beaucoup au national, aux élections nationales, alors qu'en fait, l'impact, il se fait beaucoup au niveau et local, et on a vu le taux d'abstention, donc voilà, ça parle de soi, et au niveau européen. Donc les 2 plus gros impacts, là où il va y avoir le plus de mouvements finalement, c'est local, européen. Et c'est peut-être là où il y a le plus d'abstention, c'est surtout aux européennes. Donc il y a une vraie incompréhension, je crois, de la politique. Donc en fait, les gens, hashtag les gens, pardon, je déteste cette expression en plus, mais les personnes, elles sont très actives sur les réseaux sociaux, elles montrent leur mécontentement, elles vont dans la rue, etc. Mais elles vont pas voter en fait. Donc du coup, c'est là que ça se passe finalement. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis, enfin le deuxième en l'occurrence. Et après le troisième, je sais plus où je voulais en venir. Pardon, je suis perdu. Sur le politique. Mais oui, ça, j'ai bien conscience. Mais l'entreprise qui a toujours un coup d'avance. Ah oui, sur la technologie, je crois que effectivement, c'est pas un coup, c'est 20. Et la question, c'est vraiment de se poser l'innovation. Pourquoi faire en fait. Moi, je crois pas. Je pense que l'innovation c'est super. En fait, ça dépend avec quel état d'esprit tu l'abordes. Les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, ça installe des démocraties, comme ça installe des Trump, quoi. Donc, on peut complètement manipuler, et tous les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas être manipulés à travers les réseaux sociaux ont tort. On peut tous être manipulés à travers les réseaux sociaux, tous et toutes. Et c'est extrêmement dangereux, en fait, les réseaux sociaux. Alors, il y a la manipulation bête et méchante de tous les groupes WhatsApp à la con, avec des messages complètement faux, enfin beaucoup de fake news qui passent, mais il y a des choses beaucoup plus insidieuses. Par exemple, une technique qui consiste à avoir un groupe de personnes qui prend un fait divers,
le retweet de manière extrêmement importante. Ce qui fait que d'un coup, comme ça devient une sorte de trending topic c'est beaucoup d'anglicisme parce que c'est des réseaux sociaux anglais, mais un sujet tendance, il y a un politique à un moment donné qui va prendre la parole dessus. D'un fait divers, ça va devenir une d'un magazine parce qu'en fait, il y a un groupe organisé qui a tweeté, qui a partagé beaucoup cette information. D'un coup, ça devient une information importante. Du coup, comme il y a un politique qui a répondu, parce que c'est le jeu du premier tweet, il y a un autre politique qui va répondre, tac, 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 ça va faire la une du Parisien ou du Figaro, alors qu'en fait, c'est un fait divers. Ouais. Ça, c'est de la manipulation, parce que c'est organisé, en fait. Et ça a un nom. Donc, du coup, tout ça, c'est des techniques que l'extrême droite maîtrise très bien, d'ailleurs. Pas que l'extrême, c'est quasiment que l'extrême droite en France, d'ailleurs. Mais tout ça, ça manipule, en fait. Et on ne s'en rend pas nécessairement compte, parce que nous, on consomme le média comme ce qui vient, en fait, naturellement. Et on a l'impression qu'il est neutre, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Sauf que ça accélère un climat de défiance généralisée vis-à-vis des médias, du politique, de l'entreprise, enfin de tout. Et au final, on ne croit plus rien, on ne croit plus personne, et à la fin, abstention. En fait, ça, et puis, en fait, le côté négatif, pardon, on était parti sur l'innovation, mais le côté négatif des réseaux sociaux, c'est aussi, et ça, c'est un vrai problème, une forme d'enfermement dans des bulles. C'est lié aux algorithmes, évidemment, mais on s'enferme dans nos bulles et du coup, on n'écoute plus vraiment. En fait, on a la sensation d'être en contact avec la vérité, alors qu'en fait, on est dans notre bulle et qu'on ne se rend pas compte de ce que sont, en l'occurrence, les vérités de différentes personnes. Juste pour revenir sur les manipulations, ce qu'on appelle la fabrique du consentement, c'est né il y a plus d'un siècle quasiment. C'est arrivé avec la publicité. Enfin, la publicité s'est emparée de toutes ces techniques comportementalistes et tout ça. Vous qui venez du marketing et qui avez, vous l'avez dit, toujours une sensibilité forte là-dessus au sein des entreprises, comment vous abordez cette question-là justement dans l'entreprise qui reste aujourd'hui dans un système compétitif où il y a de la fabrique du consentement, de la captologie même, pour pas dire voilà. Comment vous abordez cette question-là? Est-ce que vous arrivez à l'aborder assez frontalement ou... Oui. En fait, moi, c'est assez étonnant, mais pour les gens qui ont suivi ma carrière sur la partie marketing et qui ont vu des conférences ou quoi, je crois que je me suis fait connaître, parce que j'étais assez franc de collier, en l'occurrence. C'est pas pour rien que mon podcast s'appelle Vlan, c'est pas pour rien que mon blog à l'époque s'appelait Sortir du cadre. J'ai toujours été assez franc du collier, donc en fait, j'ai toujours été comme ça, un peu rentre dedans. Et finalement, la vision que j'ai, moi, du marketing, qui n'est pas la vision, celle-là, qui est de refourguer n'importe quoi, n'importe qui. Le marketing, ça peut être super. Ça dépend, encore une fois, c'est des techniques, ça dépend. Ça dépend, comme la technologie, pour revenir sur le sujet, mais c'est pas la technologie qui va sauver le monde. Ça dépend ce qu'on fait de la technologie. On peut faire le meilleur comme on peut faire le pire. Et pareil avec le marketing. Je pense qu'à partir du moment où on comprend un peu comment fonctionnent les humains, on peut les faire bouger ou en tout cas les manipuler. Et le nudge là-dedans? Quel regard vous avez sur le nudge? Ouais, le nudge, c'est intéressant, mais pour moi, c'est quasiment anecdotique, j'ai envie de dire. Donc, du coup, pour moi, ça doit monter beaucoup plus en hauteur, c'est-à-dire à partir du moment où l'entreprise redéfinit ce que c'est que la performance, comme l'a fait par exemple la Maïf, où ils définissent finalement la performance, c'est 4 indicateurs qui sont évidemment la performance financière, mais aussi la satisfaction des salariés, mais aussi la satisfaction des consommateurs, enfin des clients en l'occurrence, et l'impact écologique. Du coup, en fait, tu envisages, tu redéfinis ta raison d'être, ton sense of purpose, tu deviens une entreprise à mission, tu modifies ta perception de la croissance, et là, tu as des impacts qui sont beaucoup, beaucoup plus forts que juste du nudge. Mais c'est des impacts qui sont à égalité, si je puis dire, ou ils s'emboîtent de manière... est-ce que c'est les indicateurs de performance, vous dites financier, écologique, social, est-ce qu'ils s'emboîtent ou est-ce que c'est à même... vous voyez ce que je veux dire? Parce que si le premier reste la performance économique, il prendra toujours le dessus. Non, j'ai dit numéro 1, mais c'est parce que voilà, il y a boussole, 4, ils se retrouvent. Non, ils sont au même niveau les 4. Ils doivent être au même niveau les 4. Après, je crois que chaque entreprise va trouver son équilibre, mais en fait, c'est la discussion que j'ai eue avec François Hollande, entre autres, pour le bouquin, mais je crois qu'on ne va pas avoir le choix que de réinventer des indicateurs et de se mettre d'accord. Il va y avoir une sorte d'accord. Et ça va être nécessaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette vague, elle arrive, on la voit, elle est immense. Ça va arriver. Ça prend du temps, mais ça arrive, on la voit. C'est une sorte de tsunami. Les entreprises les plus malines, en fait, quand il y a une vague qui arrive comme ça et que vous êtes sur la plage, en l'occurrence, je ne sais pas, vous êtes sans doute déjà allé à la plage, vous avez plusieurs options. Soit vous entendez que la vague vous attrape sur la plage et vous vous dites je vais la retenir avec mes petits bras. Bon.
Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça marche pas très bien. Moi, j'ai essayé, ça n'a jamais fonctionné. Une autre option, c'est de se dire, tiens, j'ai une planche de surf, ou même j'ai le temps de construire une planche de surf. Je vais construire ma planche de surf, je vais aller chercher la vague et je vais surfer. Une entreprise maligne, elle fait ça. C'est-à-dire qu'elle va chercher la vague. Parce que attendre sur la plage que la vague elle te tape et te dire que tu vas la retenir, on l'a vu avec le digital, ça marche pas très très bien. Et là, on la voit, la vague. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je ne sais pas exactement sous quelle forme ça va prendre. Ce qui est certain, c'est que ça va venir. C'est-à-dire que... Et c'est déjà en train de se mettre en place parce qu'il y a déjà des grosses entreprises, alors qui ne sont pas parfaites, mais je pense à Danone, je pense à la Maïf, je pense au Groupe Rocher, en France en tout cas, qui sont sans doute les plus vocaux sur le sujet. Mais après, à toutes les DNVB, DNVB, je ne sais pas si Veja est une DNVB, mais... DNVB, c'est quoi? Digital Native Vertical Brands, donc toutes ces marques qui sont nées sur le digital. Et ben en fait, elles sont déjà dans cette dimension. Et donc, ça va forcément entraîner les autres groupes. Et moi, je le vois à travers les dirigeants que je rencontre de grosses sociétés. Ils ont envie d'aller par là, c'est juste qu'ils ne savent pas exactement par quel bout le prendre. Et surtout, évidemment, pour transformer une industrie, ça prend du temps. Tu ne vas pas le faire du jour au lendemain, parce qu'en fait, sinon, tu mets tout le monde au chômage et ça ne fonctionne pas. Donc, tu es obligé d'être dans une transition lente, ce qui énerve évidemment les plus militants, parce qu'effectivement, c'est trop lent. Un fait très récent en cours, ce qui se passe avec Facebook en ce moment. Facebook, ça fait quelques années qu'on voit une accélération, c'est l'ogre, c'est vraiment le symbole de cette accélération du monde qui va pas bien non plus, cette accélération des fake news non plus. Il y a beaucoup de tentatives, beaucoup de choses, mais bref. Là, il y a un mouvement en train de se faire, c'est que les entreprises commencent à s'apercevoir qu'elles peuvent vraiment avoir de l'impact. Elles peuvent, en retirant juste des budgets pubs, qui sont juste colossales, parce que là on parle d'Unilever, Procter & Gamble a priori, plus plein d'autres, en retirant juste les budgets pubs, ça permet peut-être d'impacter Facebook pour qu'il peut-être... parce que je crois que c'est juste par rapport à la censure des discours trumpistes, a priori. Mais... Ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est pire que ça. Pour moi, Facebook... En fait, ça s'est vraiment marqué pendant le confinement, entre Facebook et Twitter. Alors, je ne sais pas si tout le monde est vraiment très au courant, mais Twitter, en fait, a décidé de supprimer les fake news. Et donc, ils ont supprimé les tweets de Donald Trump, qui est leur président. Ce qui, pour une entreprise américaine, est quand même assez majeur. En particulier aux États-Unis, se mettre face au président des États-Unis alors que tu es une entreprise américaine, ça paraît simple comme ça et de se dire ouais, moi aussi je l'aurais fait. En fait, non. Je veux dire, c'est pas si simple. De l'autre côté. Surtout, Trump et Twitter, c'est quand même une relation extrêmement forte. C'est ça, exactement. De l'autre côté, on a Facebook. Et après, on pourra parler de TikTok aussi, qui est intéressant. On a Facebook avec les démocrates qui annoncent nous, ce qu'on veut, c'est le démantèlement de Facebook. Donc, qu'est-ce que fait Facebook? Il protège Trump. Et ça, en fait, en ayant un discours, oui, mais nous ne sommes pas un média, nous sommes une plateforme, donc nous ne pouvons pas juger de la pertinence des propos politiques. Bref, bullshit. Et ça, en fait, c'est hyper dangereux. Et effectivement, ce que tu disais, les entreprises peuvent avoir un impact. Mais je voulais juste revenir sur TikTok, où TikTok, que les gens ne connaissent pas, un des éléments que les gens ne connaissent pas forcément de TikTok, c'est que c'est une entreprise chinoise. Et ce qu'on a vu là, dernièrement, c'est des jeunes, principalement jeunes, qui se sont alliés sur TikTok pour réserver des billets pour un congrès de Trump qui avait l'impression qu'il y avait 1 million de personnes qui avaient réservé des places, alors qu'en fait, c'était un blocus, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, personne n'y est allé. Et en fait, maintenant, il y a l'activisme sur TikTok et qui est un réseau chinois. Donc, alors même si ce n'est pas TikTok qui a organisé, c'est intéressant parce que les États-Unis n'ont pas vraiment la main mise sur un réseau chinois. Mais pour revenir sur ton propos, évidemment, ce qui est très compliqué avec les GAFA, Google, en particulier Google, Amazon, Facebook, Facebook est large, évidemment, c'est que même moi, en fait, quand je fais la promotion de mon livre, quand je fais la promotion de mon podcast, bien sûr que j'en parle sur Facebook et sur Instagram. Et ce que vous faites, vous mettez la vidéo sur YouTube, c'est la même problématique. Alors déjà, c'est un impact écologique, mais en plus, évidemment, tu nourris la bête. Et c'est compliqué, en fait, ce rapport. Ce paradoxe qu'il faut vivre en permanence. C'est ça. Et la question, et les entreprises, effectivement, elles ont un rôle, mais en même temps, ce qu'on appelle le social ad, donc les pubs sur Facebook, Instagram et autres, c'est ce qui génère le plus de leads, donc de revenus entrants. Donc c'est toujours un petit peu un rapport compliqué. Les gens ne consomment plus la télé. Alors où est-ce que tu fais de la pub? Sachant que là où ils sont, c'est effectivement sur les réseaux sociaux, donc les Unilever et compagnie, c'est quand même très complexe. Après, il y a un jeu aussi qui est très compliqué, si on va par là, pardon, on se décale complètement de l'écologie, on va plus vers le marketing, mais
mais c'est pas très grave. Il y a un jeu qui est très compliqué entre les entreprises et Facebook en l'occurrence, c'est que Facebook a toujours menti aux entreprises, en particulier quand ils ont créé les pages de fans, en disant non mais vous embêtez pas à faire de la relation client avec votre base de données, etc. Faites une page Facebook, vous allez avoir des fans. D'ailleurs, les mots étaient très bien trouvés. Hein. C'est du marketing pour les marketeurs pour le coup. Vous allez avoir des fans, ça va être super, votre communauté, etc. Et puis, en fait, au fur et à mesure, ils ont réduit la visibilité de ces pages dans le flux Facebook, ce qui fait qu'aujourd'hui, si une entreprise ne paye pas, c'est absolument invisible. Donc, en fait, il y a aussi ce jeu très tendu, parce qu'en fait, c'est un duopole entre Google et Facebook, et de l'autre côté, toutes les marques, et les médias d'ailleurs. Et c'est un jeu très tendu parce que tu n'as que deux acteurs. Et c'est ça qui rend le sujet très complexe. Et peut-être que ça va venir de la Chine, la solution, j'en sais rien. Comme je vois qu'on Leur tend tour, vers ouais. la fin, moi j'ai une question. Alors là, on va zapper un peu dans un autre registre, mais une question qui me tient à cœur, puisqu'on est au Cube, centre de création numérique, et vous dites que l'art est l'outil le plus puissant pour changer les récits. Je voulais en parler, parfait. Voilà, donc j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur pourquoi l'art vous semble important pour changer les récits. Et une question un peu corollaire, est-ce que l'idée serait, je mets des guillemets, que l'art puisse avoir une sorte d'impact positif dans le changement? Alors c'est marrant parce que pendant le confinement, j'ai vu un cartoon, un dessin, où il y avait marqué les jobs utiles, les jobs inutiles. Donc les jobs utiles, c'était professeur, infirmier, médecin. Et puis les jobs inutiles, le premier, c'était artiste. Donc voilà pour la blague. Et en fait, je parlais tout à l'heure du fait que tout est récit, tout est histoire. Et ces histoires, on nous les raconte par différents supports, que sont la musique, les films, les séries, la pub, évidemment, et l'art de manière plus générale. Et en fait, les bouquins, et en fait, évidemment, les artistes, du coup, ils peuvent modifier ces récits et ils ont un pouvoir assez important sur la modification de ces récits. Parce que c'est eux qui nous racontent des histoires, finalement, les artistes. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné, un artiste, il va raconter une histoire à travers l'œuvre qu'il va créer, quel que soit le support. Et comme moi, je suis convaincu qu'il faut changer notre rapport au bonheur et raconter les nouveaux récits qui sont en train de se mettre en place de toute façon, du coup, par essence, l'artiste, il a un rôle essentiel à jouer. Enfin, c'est la manière dont je l'envisage en tout cas. D'accord. Juste un mot, et c'est le prolongement de l'art, Burning Man. Ouais. Expérience de fou que tu racontes à la fin. Bon, Totalement. spoiler, tu racontes à la fin, mais si ta dernière semaine de vie devait ressembler à quelque chose, ce serait Burning Man, c'est ça? En fait, c'est vachement intéressant le cas de Burning Man parce que ça a un impact écologique monstrueux. Pas forcément Burning Man quand il y est, mais en tout cas le fait d'y aller, tu vois, de prendre un avion, C'est en d'aller plein à Los désert, près de Angeles. Las Vegas, c'est ça? C'est à côté c'est à côté de Reno précisément. Enfin à côté, 200 ou 300 km de Reno, c'est pas exactement à côté, mais c'est 2h30 de bus. Enfin, en tout cas, moi je suis allé en bus. En tout cas depuis Reno, évidemment je suis pas allé en bus depuis Paris. Donc c'est un impact écologique monstrueux. Tu vois, j'ai pris l'avion jusqu'à Los Angeles, j'ai pris un autre avion pour aller à Reno, j'ai pris un bus. On avait prévu un certain nombre de vivres pour vivre là-bas, etc. Néanmoins, et tu vois, c'est une vraie question intéressante, je trouve. Tu vois, il y a aussi cette critique des gens qui sont un peu, alors qu'on critique, qu'on caractérise sur le New Age, donc qui sont dans le yoga, la méditation, et qui voyagent, tu vois, jusqu'en Inde, et on dit, oui, mais vous êtes les plus ouverts d'esprit, et en même temps, vous avez un impact monstrueux, parce que vous voyagez en Inde, est-ce que vous ne pouvez pas rester, si c'est tellement riche au sein de vous, pourquoi vous avez besoin d'aller en Inde pour faire ça? Bon. Moi, je crois qu'il y a des expériences. Les gens qui vont à Burning Man, ils ont de l'argent, ils vont voyager en réalité. Et il y a des expériences qui sont transformatives. Et pour moi, Burning Man, ça en fait partie. Parce que à Burning Man, donc il y a un festival, je ne sais pas si tout le monde connaît Burning Man, mais des utopies, quoi. Un grand festival de musique, qui est une mais pas utopie. que. Et en fait, tu fais une expérience assez unique, qui est l'expérience déjà de la bienveillance. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est vraiment un endroit. C'est-à-dire que moi, j'étais assez critique. Donc, j'ai pas un regard. Voilà, je suis arrivé, je me suis dit, je regarde le but. Tout le monde m'avait parlé de cette bienveillance incroyable. Il n'y a pas de jugement, machin. Donc, à Reno, je regarde les gens et tout le monde en train de se juger, en train de se mater et tout. Je fais n'importe quoi, en fait. C'est complètement dans le jugement. Ouais. C'est complètement un mensonge, ce truc. Et en fait, une fois que tu arrives, effectivement, assez étrangement, plus de jugement de rien.
vachement de bienveillance, que des sourires, etc. Donc c'est complètement utopique, mais voilà. Évidemment, rien n'est à vendre, donc c'est très agréable aussi. Et surtout, tu fais l'expérience assez particulière de la liberté. Parce qu'en fait, tu penses être libre ici, tu vois, voilà. Mais en fait, tu vois, on est tous les trois habillés. Est-ce que vraiment, si on était complètement libre, est-ce qu'on serait habillés, vous, avec des chemises Je sais pas, je suis pas certain. Tout le monde se dit non, mais je le fais pour moi, machin. Bon. Moi, la question que je pose toujours, mais si tu étais tout seul sur une île déserte, est-ce que vraiment tu te maquillerais? Est-ce que vraiment tu t'habillerais avec une chemise? Pas sûr. Et tu fais cette expérience de la liberté, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les gens se déguisent. En fait, c'est pas vraiment un déguisement, ce que j'ai expérimenté. C'est tu fais exactement ce que tu veux. Si tu as envie de t'habiller en costume, tu t'habilles en costume, tu veux te mettre à poil, tu te mets à poil. En fait, personne ne va te juger, personne ne va même te regarder, tout le monde s'en fout en fait. Et cette expérience de la liberté, elle est vraiment intéressante. Et il y a pas mal de prix Nobel, effectivement, qui sont intéressés à Burning Man pour envisager la manière déjà dont la ville est construite, parce que c'est 80 000 personnes pendant une semaine, et ce mode de vie, ce mode de fonctionnement en communauté. Et dans le bouquin, je fais référence aux Indiens d'Amérique. Voilà. Et en fait, il y a cette histoire très rigolote, en même temps, enfin très triste et en même temps rigolote, de quand les Indiens se faisaient capturer par des Occidentaux qu'on ne peut pas vraiment appeler Américains à l'époque. En fait, ils voulaient absolument retourner dans leur tribu. Et quand des Occidentaux se faisaient capturer par les Indiens, en fait, ils ne voulaient plus retourner. Ils voulaient rester dans la tribu parce qu'ils étaient intégrés dans cette tribu. Et enfin, pour moi, c'est un peu tu vois, c'est dans le même pendant. Moi, j'ai une autre question, alors qui est un peu corollaire. En fait, vous définissez comme un analyste culturel. C'est quoi exactement un analyste culturel? Je sais pas. En fait, je voulais pas m'appeler sociologue parce que j'ai pas fait d'études de sociologie. Et en fait, j'en ai discuté avec plusieurs sociologues qui m'ont dit, mais enfin, tu fais plus de sociologie que plein de gens qui se disent sociologues, en fait, ou qui ont fait des études de sociologie. Donc, je me suis dit, finalement, ce que je fais, c'est que j'analyse la société. Donc, j'ai appelé ça analyse culturelle, parce que j'ai l'impression que c'est ce que je fais, mais c'est un mot que j'ai inventé, en fait. Ça n'existe pas. En fait, derrière ma question, ça n'a peut-être aucun rapport, hein, c'est pour creuser, mais parce que moi, je me suis intéressé à un moment donné à ce qu'on appelle les créatifs culturels, Richard Florida, tout ça, et qui sont ceux qui ont créé la Silicon Valley. Qui étaient des gens qui étaient vraiment, c'était des alternatives, quoi, des gens qui arrivaient, qui étaient à la fois des hippies, qui étaient à la fois des hackers, qui étaient enfin un peu tout. Et c'est ce mélange-là à la Silicon Valley qui a fait émerger tout ce qu'on connaît aujourd'hui de la Silicon Valley. Et on appelle ça donc les créatifs culturels, qui a donné lieu d'ailleurs à ce qu'on appelle les territoires créatifs qu'on essaye de reproduire un peu partout dans le monde. Est-ce que vous ressentez un petit peu de ces communautés-là ou pas? Alors, c'était pas une inspiration, parce que je ne connaissais même pas l'histoire. Enfin, je connais l'histoire de la Silicon Valley, mais je ne savais pas qu'on les appelait comme ça. Donc, c'est pas une inspiration pour moi. Non, je suis venu avec ce mot-là parce que c'est ce qui me semblait le plus pertinent pour ce que je fais, c'est-à-dire essayer de comprendre la société et sans jugement. On a forcément des biais, tous, mais ouais, d'essayer d'avoir un regard bienveillant au maximum sur la société. C'est pour ça que j'appelais ça analyse culturelle, mais c'est vrai que c'est pas. Et juste pour aller un peu plus loin là-dessus, ce que je trouve ça vraiment intéressant, notamment par rapport à votre démarche, c'est que ces fameux créatifs culturels, quand ils sont arrivés, donc on est dans les années 60, hein, ils voulaient changer le monde véritablement. C'est-à-dire qu'ils avaient le même discours que qu'on a aujourd'hui. Ils voulaient changer le monde, et ma foi, ils ont totalement réussi, mais. Et c'est ce que dit Jérôme Lanier, par exemple. Il dit le problème, c'est que oui, ils ont changé le monde, il n'y a pas photo, ça a donné les GAFA. Et que ce n'est pas forcément le modèle idéal. Et que donc, c'est un peu une leçon à tirer, je trouve, de l'histoire. C'est que ces créatifs culturels qui voulaient changer le monde ont changé le monde, mais pour autant, pas forcément dans une bonne direction. De la meilleure manière. Déjà, moi, j'ai pas l'ambition ni. Enfin, j'ai pas cette image de moi-même, de cette capacité de changer le monde. Je ne crois pas que je puisse changer le monde. Donc, je n'essaie pas de le faire nécessairement. Mais effectivement, c'est intéressant. Ce qui s'est passé dans la Silicon Valley, et effectivement, c'était plutôt des hippies, des gens qui avaient une vision, typiquement Steve Jobs. Qui était très bienveillant, qui était très. Enfin, ils avaient toutes ces qualités. Complètement. Steve Jobs était complètement dans cette dynamique. Et on voit très bien toutes les dérives humaines. En fait, après, la question. Qu'il faut se poser, on va pas la traiter maintenant parce qu'elle est complexe, c'est de savoir si l'homme est bon, fondamentalement bon ou pas. Et alors là, est-ce que c'est la société qui a fait dériver la Silicon Valley, la société? Alors après, on va rentrer dans la théorie de sociologie. Est-ce que la société, c'est l'ensemble des humains ou est-ce qu'il y a une entité supérieure au-dessus? Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a plutôt une entité au-dessus.
Et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est la société dans son ensemble qui a fait dériver la Silicon Valley ou est-ce que c'est la Silicon Valley qui a dérivé toute seule? C'est là où ça devient complexe. Pour moi, ils ont réussi à changer le monde, mais sans changer les récits. Alors du coup, la Silicon Valley a servi les récits globaux autour de la modernité, l'accumulation. Et donc, ça a donné cette bête horrible, finalement. Qu'on retrouve. Jeremy Rifkin, qui était venu ici, qui aujourd'hui est un des porte-drapeaux du Green New Deal, que beaucoup réfutent aujourd'hui, hein, les écologistes, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de qui disent que le Green New Deal ne fera qu'amplifier finalement les problèmes. Il nous avait quand même raconté qu'il était à Woodstock. Moi, ça avait scotché, quoi. Il faisait partie de cette communauté de Woodstock qui était totalement hippie là pour le coup. C'était Burning Man avant l'heure, quoi. Hein. Ouais, complètement. Voilà, et aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est un économiste, qui est vraiment dans le capitalisme. Alors certes, qui se renouvelle, mais... En fait, je crois que... En fait, ce qui est intéressant de voir, je parlais tout à l'heure des périodes, des époques et de la transition. Je crois que, en fait, les soubresauts se sont faits dans les années 60-70. Et en fait, ça a été écrasé ensuite de manière... Moi, je crois que... Alors là, je vais traiter un sujet un petit peu... Voilà, mais je pense que, par exemple, le LSD, l'interdiction du LSD, l'interdiction de tous ces psychédéliques, allait dans ce sens, c'est-à-dire ne pas... En fait, le LSD, quand on s'intéresse un petit peu, c'est pas un produit létal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en mourir, sauf à être mal accompagné, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de dose létale, ce qui est le cas de l'alcool, par exemple. Et l'alcool, ça abrutit les gens. On a laissé complètement la possibilité aux gens de boire de l'alcool autant qu'ils veulent. Et on a interdit le LSD. C'est intéressant de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a essayé de faire en tant que société, pourquoi on a interdit le LSD, tous ces produits psychédéliques. Je sais pas, enfin, j'en ai pris une fois dans ma vie, donc je sais pas non plus. Mais est-ce que vraiment c'était ça? Et je pense qu'on a écrasé, alors qu'en fait c'était le début de ce changement de société, et finalement qui a été écrasé, qui a été tué dans l'œuf, et qui revient aujourd'hui, mais de manière beaucoup moins... Ce qui est intéressant de voir, et c'est exactement ce mouvement qu'a fait Jérémy, c'est que aujourd'hui, c'est pas du tout des gens avec enfin, baba cool, comme on pourrait les imaginer, etc. C'est des économistes, c'est des politiques, c'est des gens comme moi, entre guillemets, qui font du marketing, qui sont des cadres, etc. Et c'est par eux que le mouvement est en train d'arriver. Et tu les prends beaucoup plus au sérieux que des gamins, entre guillemets, pardon, de 20 ans qui ont des lunettes roses et qui prônent l'amour ouvert, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment ça le changement de paradigme. Mais finalement, c'est vrai, tout ce que tu dis, ça a raison. C'est exactement le même mouvement 50, 60 ans plus tard. Mais finalement, c'est dans cette même dynamique. Pour moi, c'est vraiment dans ce changement de société. Et eux, ils étaient précurseurs, vraiment très précurseurs. Je pense qu'il y a des gens qui sont perdus dans ces années aussi et ils ont perdu leur foi, ou en tout cas, ils ont augmenté leurs aigreurs parce que ça ne bougeait pas assez vite. Et puis là, maintenant, on arrive aux tips où en fait, on est en train de transformer, c'est en train de tomber de l'autre côté, on est en train de changer vraiment de société. Et avec des personnes comme Jérémy qui, entre-temps, voilà, sont devenus économistes. Messieurs, merci. Le temps file. Hein. Il file toujours. Hein. Il est relatif, mais il file. Ou c'est nous qui filons dans le temps. Ou c'est nous qui filons dans le temps. Ou le temps qui file en nous, je ne sais pas. En tout cas, c'est filandreux, tout ça. Merci beaucoup, Greg, d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup. Ensemble, continuons de partager le changement. Suivez-nous, abonnez-vous, évidemment, audio sur les podcasts et puis vidéo, évidemment, là où vous êtes en ce moment en train de nous regarder. Et puis, à tout de suite sur les réseaux. À bientôt. Bye bye.